15 mai 1981. La presse fait état d'un étrange phénomène. Plusieurs jeunes hommes a priori en parfaite santé meurent mystérieusement durant leur sommeil. Ceux qui connaissaient personnellement ces hommes s'accordent tous pour dire qu'ils auraient été victimes d'un démon nocturne. Les histoires d'esprits maléfiques qui viennent hanter nos rêves remontent à plusieurs siècles. Et pour certains, ces esprits seraient mortels. Les cardiologues pensent qu'il est possible de mourir de peur. Un démon peut-il vous tuer dans votre sommeil? J'ai l'impression qu'il veut m'écraser et m'étouffer. Quand elle s'est approchée, elle s'est mise à hurler. Il fallait que je me lève ou j'allais mourir. Je m'appelle Jennifer Marshall. Après des années au service de la marine américaine, je me suis lancée en tant qu'enquêtrice indépendante. Aujourd'hui, j'ai choisi d'explorer le monde des cauchemars, afin de découvrir si les rêves peuvent être mortels. De toute éternité, l'homme tente de donner un sens à ses cauchemars. S'agit-il de simples rêves ou de sombres présages annonciateurs de malheur et de mort imminente? Certains mythes suggèrent même que ces phénomènes ne seraient pas que des cauchemars, mais bien des apparitions d'esprits démoniaques, qui pourraient même vous endormir à tout jamais. Si cela vous semble plus étrange encore que la fiction, vous vous méprenez. Bien que ces cauchemars soient évoqués dans les contes populaires ancestraux, une affaire remonte aux années 80. Lorsque des dizaines de jeunes réfugiés Hmong moururent mystérieusement la nuit pendant leur sommeil. On choisit souvent le moment et le lieu propice pour raconter des histoires qui font peur. Autour d'un feu de camp, par exemple. Mais certaines personnes restent convaincues que ces histoires sont bien réelles. Ali Houmani est un enquêteur en paranormal vivant au Canada. Il m'a contacté pour une demande assez urgente. J'ai une chaîne YouTube. Je me rends dans des endroits hantés et je rentre en contact avec les esprits, parfois pour les libérer. J'ai remarqué que de plus en plus de gens étaient sujets à la paralysie du sommeil et à l'apparition de démons nocturnes. Je connais bien la paralysie du sommeil. Mais qu'est-ce qu'un démon nocturne? C'est une entité qui tente de pénétrer dans votre corps, votre esprit ou votre conscience pendant votre sommeil. Ces démons vous attaquent lorsque vous dormez et dans certains cas, ils vous mènent jusqu'à vous tuer. C'est terrifiant. Oui. Je pensais que c'était une légende urbaine ou un personnage de film d'horreur, mais... C'est vrai que c'était le thème du film Les Griffes de la Nuit avec Freddy Krueger. Mais c'est bien réel. Le film n'est pas basé sur une histoire vraie. Mais les événements qui ont inspiré Wes Craven n'en sont pas moins terrifiants. En 1981, on découvre que plusieurs jeunes hommes de la tribu des Hmong, dont des adolescents, seraient morts subitement, prisonniers de leur cauchemar. Je peux vous faire une confidence? Bien sûr. Asseyez-vous. D'accord. Cela fait 10 ans que je suis régulièrement en proie à un démon nocturne. Depuis tout ce temps? Ça a commencé quand j'étais lycéen. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit et j'ai réalisé que je ne pouvais plus du tout bouger. J'ai regardé tout autour de moi dans la chambre pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et c'est là que je l'ai vue. Il y avait cette femme qui me fixait. Elle est venue se mettre sur moi et elle a commencé à m'asphyxier, tout en hurlant à plein poumon. Ça fait froid dans le dos. On va devoir se plonger dans l'histoire et la science pour tenter de comprendre ce phénomène. C'est assez troublant d'entendre parler de ces terreurs nocturnes qu'Ali qualifie de démons du sommeil. Et bien que je sois ouverte d'esprit, ce phénomène m'échappe un peu. J'ai envie de comprendre ce qui est arrivé à ces jeunes Hmong. Et j'ai envie de comprendre ce qui vous arrive. Avec un peu de chance, en étudiant l'aspect scientifique et médical de la question, je parviendrai à vous apporter une explication qui pourrait vous aider à guérir de ce phénomène. Votre histoire me touche profondément. Je vous remercie. J'ai pu entrer en contact avec d'autres personnes victimes de paralysie du sommeil. Chacune de ces personnes qu'Ali a rencontrées a été en proie à de terribles cauchemars.
J'ai fait appel à l'artiste Michael Norman afin qu'il réalise l'esquisse de ce que ces témoins ont pu vivre lors de leur rencontre nocturne. J'avais 16 ans et je vivais encore chez ma mère. Je venais juste de changer de chambre. Je me suis réveillée et dans l'entrebâillement de la porte, j'ai vu cette espèce d'ombre gigantesque et c'était comme si elle se penchait pour rentrer dans la chambre. Au début, elle avait plutôt une apparence humaine et plus elle se rapprochait de moi, plus elle grandissait et plus elle s'étirait, ressemblant de moins en moins à une forme humaine. C'était une sorte de masse, un trou noir rempli d'énergie. J'ai levé les yeux et elle était là, penchée au-dessus de mon cadre de lit. Elle se tenait là et c'est comme si elle me fixait du regard. Je ne pouvais pas bouger. J'ai peu à peu pris conscience que quelque chose m'étouffait pendant mon sommeil. C'était une vieille sorcière qui venait s'asseoir sur ma poitrine. C'était une sorte d'ombre, mais je pouvais distinguer ses yeux. Elle avait les yeux verts. Elle portait quelque chose. Elle avait le dos courbé et elle était penchée au-dessus de moi avec sa hache. Il y avait un lampadaire juste devant ma maison qui éclairait ma chambre. La lumière l'éclairait, mais je ne pouvais pas voir ses jambes. Et dès que je fermais les yeux, elle se rapprochait de moi. J'essayais de crier, j'arrivais pas à bouger. J'arrivais même pas à bouger ma main le long de ma jambe. Elle était sur ma poitrine et elle me recouvrait avec ses cheveux. Je hurlais intérieurement. J'avais l'impression qu'elle essayait de m'écraser et de m'étouffer. Elle appuyait sur ma poitrine et me vidait de mon oxygène. Je sentais le sang couler dans mon estomac. Dès que je fermais les yeux, elle se mettait à hurler. Il fallait que je me lève ou j'allais mourir. Je me suis dit, je vais mourir, je meurs. Est-ce que ça ressemble à ce que vous avez vu? Oui. C'est sombre et menaçant. C'est tout à fait ça. Je ressens cette énergie et même l'éclairage correspond. C'est très ressemblant. C'est clairement pas quelque chose de plaisant à regarder. Oui, je dois dire que c'est tout à fait l'idée. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? J'ai envie de pleurer. Je crois que je suis à 2 doigts de la crise d'angoisse. Oui, c'est ce que j'ai vu cette nuit-là. Ces histoires sont à la fois uniques et fascinantes. Ce qui m'interpelle, ce sont les similitudes entre ces récits. Ce sentiment d'effroi, cette impression d'être en danger de mort, cette sensation de paralysie. Est-ce ce même type d'expérience qui a coûté la vie aux jeunes réfugiés Hmong? Mes recherches m'ont amené à découvrir le syndrome Ben Ungot, dont on a parlé pour la toute première fois aux Philippines au début des années 1900 et qui est aujourd'hui un terme très répandu dans le domaine médical pour parler d'une mort subite provoquée par un rêve cauchemardesque. Voilà peut-être la partie visible d'un iceberg mortel. Ceux qui croient au pouvoir mortel des cauchemars estiment qu'une centaine de réfugiés Hmong arrivés aux États-Unis à la fin de la guerre du Vietnam auraient été victimes de ce syndrome. Si l'on arrive à comprendre pourquoi ces hommes a priori en parfaite santé ont perdu la vie pendant leur sommeil, alors nous aurons les premières réponses à nos questions. Nous avons rendez-vous avec le professeur Seng Alex Veng, qui enseigne l'ethnologie. C'est un spécialiste de l'histoire et de la culture des Hmong. Ce canevas retrace l'histoire des Hmong. Il a été brodé à l'époque où ils étaient en camp de réfugiés. On peut voir ici une scène de conflit avec les Chinois. Les Chinois ont chassé les Hmong qui se sont réfugiés en Asie du Sud-Est. Cette partie évoque la guerre secrète du Laos. On voit les villages se faire bombarder. On distingue également le Mekong, le fleuve qui sépare le Laos de la Thaïlande. De nombreux Hmong ont dû traverser le Mekong afin de rejoindre les camps de réfugiés construits en Thaïlande par les Nations Unies. Et comment ils ont vécu leur arrivée ici aux États-Unis? Ils ont dû tout recommencer à zéro et s'adapter à cette nouvelle vie. Beaucoup d'entre eux avaient 10 ou 11 ans, c'étaient des enfants soldats. Et encore aujourd'hui, 45 ans plus tard, il est très difficile pour ceux qui ont connu cette époque d'en parler. Plus d'une centaine d'hommes sont morts pendant leur sommeil, et certains étaient encore très jeunes. Comment la communauté a-t-elle réagi? À l'époque, ce phénomène a répandu la peur au sein de la communauté parce qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle. Ça fait tout simplement partie de leur histoire. C'est une croyance culturelle, une malédiction qu'ils nomment le Dap Sog, un esprit maléfique qui s'assoit sur votre poitrine. Comme je vous l'ai dit, c'est une croyance spirituelle selon laquelle un esprit maléfique, un démon nocturne, s'en prend à vous. Mes parents sont des réfugiés. Je comprends ce que la communauté Hmong a pu traverser parce que ma famille a vécu la même expérience que ce peuple.
J'ai vraiment le sentiment d'avoir besoin d'aide, parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, je ne veux pas mourir. Ce qui me frappe, c'est que toutes les épreuves que les Hmong ont eu à traverser par le passé, les horreurs de la guerre et l'exode forcé, ont eu au final une sorte d'impact physique sur la population. Oui, ils ont été arrachés à leur terre natale, et ça me donne envie de trouver une aide spirituelle pour résoudre mes propres problèmes. Les guérisseurs traditionnels Hmong sont des chamans. Nous allons donc nous tourner vers ces racines culturelles en espérant que cela nous permettra d'aider Ali. Dans le cadre de notre enquête, nous avons contacté quelqu'un qui pourrait être en mesure de nous apporter des réponses et un point de vue différent sur le combat d'Ali contre ces démons nocturnes. C'est difficile pour moi d'expliquer aux gens ce que je traverse sans passer pour un fou, vous voyez? Hi you guys. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Tassie Yang a reçu l'enseignement des chamans. Elle va pouvoir nous en dire plus sur l'univers spirituel et le chamanisme des Hmong. Bienvenue. Je suis curieuse d'avoir son point de vue sur le fait que les démons nocturnes seraient capables de tuer. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un chaman? Un chaman est un guérisseur spirituel. C'est une personne capable de se connecter au monde spirituel pour tenter de guérir les hommes. J'ai grandi au sud de la ville de La Crosse, dans le Wisconsin, un endroit où ne vit aucune autre minorité, et de ce fait, je n'avais aucune idée de ce qu'était le chamanisme. À l'âge de 5 ans, je me suis réveillée et mes 2 poignets avaient lâché. Je ne pouvais plus du tout les bouger. Je souffrais le martyre. Ma mère m'a emmenée à l'hôpital, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont pensé que j'étais peut-être victime de maltraitance. Alors, ils m'ont posé tout un tas de questions. Mon père a fini par m'emmener voir une famille cambodgienne, des gens qui venaient d'un camp de réfugiés au Laos. Et ils ont pu m'aider. J'ai pu à nouveau bouger mes poignets et je n'avais plus mal. Quand j'avais environ 11 ans, j'ai croisé la route d'un démon qui s'est attaché physiquement à moi. Et pour m'en débarrasser, j'ai dû accepter de devenir chamane et d'aménager mon propre sanctuaire. Au sein de la communauté Hmong, on pratique à la fois le chamanisme traditionnel et le néo-chamanisme. La plus grande majorité des anciens ont appris par cœur les incantations. Parce que pour eux, la tradition et la religion sont intimement liées. Les néo-chamans, quant à eux, peuvent voir et entendre les esprits. Ils ont un don de voyance. Ce type de chaman n'existait pas avant. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble ce monde spirituel? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qui se passe exactement? La première chose qu'ils font, je parle en tout cas des chamans Hmong, c'est qu'ils convoquent tous leurs guides spirituels. Ensuite, ils vous disent qu'ils vont vous emmener sur telle montagne ou à tel endroit. Et une fois arrivés sur place, ils vous expliquent comment les choses vont se dérouler. On va vous demander d'accomplir une tâche, que ce soit de rentrer en contact avec un esprit ou de comprendre d'où provient la souffrance d'un individu. Par exemple, s'il s'agit d'un esprit du mal, vous allez devoir vous en débarrasser. D'après vous, qu'est-ce qui a causé la mort de plus d'une centaine d'hommes dans les années 80? Des démons nocturnes? Une maladie génétique? Le stress? Je suis intimement convaincue que la visite de démons nocturnes est à l'origine de leur mort prématurée. Donc, vous pensez que les démons nocturnes peuvent tuer une personne pendant son sommeil? La faire littéralement mourir de peur? Absolument. Je pense qu'on peut mourir pendant son sommeil. Avez-vous déjà été victime d'un démon nocturne ou de paralysie du sommeil? Oui, j'ai été victime de paralysie du sommeil. Et vous? J'ai déjà été victime de paralysie du sommeil. Et je pense avoir rencontré un démon nocturne. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez. Je pense que nous pouvons faire un rituel de l'attachement pour vous aider. Cela vous protégera. Avec plaisir. J'espère qu'elle va pouvoir m'apporter des réponses sur ce démon nocturne. J'espère qu'elle pourra me dire ce qu'il me veut, ce que je peux faire pour le stopper, et surtout, qu'elle m'aidera à m'en débarrasser. Je vais vous demander de souffler 3 fois sur ces bâtons d'encens. Merci. Je vais maintenant prendre ce ruban sur mon autel. Alors, mes guides spirituels aimeraient que je noue ce ruban à votre poignet droit. Je vais simplement réciter des incantations dans le cadre d'un rituel de protection. D'accord. Dans ce monde dans lequel je vis, j'invoque le pouvoir de la foudre et du métal afin de protéger cet homme, de protéger son âme, son corps et son esprit. Si une force ennemie tente de passer, les dieux de la foudre, du sang et des os se réveilleront et protégeront cette enveloppe charnelle, ce sang et ses os. Si son âme venait à rencontrer un danger, les cieux descendront pour la baigner de leur miséricorde. Avec ce couteau, je chasse la douleur et les dangers. Une fois ce ruban coupé, il sera scellé comme une bénédiction des cieux et ne pourra être délié avant sa prochaine vie. Vous ne devez surtout pas couper ce ruban. Cela reviendrait à rompre le sort de protection
protection. Avec le temps, le lien va se fragiliser et finira par se défaire naturellement. Et c'est justement ça votre objectif. Comment dit-on merci en langue Hmong? Ocho. Ocho. Tassie est incroyable. Elle connaît tellement de choses sur les traditions Hmong. Je pense qu'elle m'a bien aidé. J'ai hâte de découvrir si ce rituel aura un impact sur Ali. Lorsqu'un phénomène inexpliqué commence à inspirer des scénaristes, c'est que le sujet est bien réel. C'est dans la nature humaine de penser que nous sommes vulnérables lorsque nous dormons. Cette peur primaire que quelque chose peut vous attaquer pendant votre sommeil est très répandue dans les esprits. Clive Tong a réalisé le film Mara en 2018. Dans ce film, un démon du sommeil a l'apparence d'une vieille sorcière. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur la réalisation de ce film. Le film s'inspire de vrais témoignages de vie, des expériences vécues par des proches. J'ai ainsi découvert que ma mère avait vécu ce genre de phénomène. Ma sœur, quant à elle, a eu la visite de cette vieille femme à son bureau. Elle est arrivée à 1000 à l'heure vers elle, s'est arrêtée net juste devant son visage et a chuchoté à son oreille des choses incompréhensibles. J'ai reçu la visite de démons nocturnes et ils avaient la même apparence que le personnage de Mara. De quoi vous êtes-vous inspiré pour la personnifier? De peintures et de gravures très anciennes réalisées par des hommes et des femmes à travers les âges et qui mettent en scène une vieille sorcière, maigre et décharnée, qui rampe lentement dans la chambre, grimpe sur la poitrine du dormeur et s'y agenouille. Le chercheur avec qui j'ai travaillé vit au Canada. Il a passé sa vie à écouter les témoignages de personnes ayant vécu cette expérience et il a dit quelque chose qui a retenu notre attention. Dans ces témoignages, quelqu'un au Canada a vu une vieille femme maigrelette grimper sur son lit. Et quelqu'un en Angleterre a vu cette même femme. Et au Japon aussi. Les preuves sont bel et bien là. Ce serait absurde de ma part de dire qu'il n'y a rien de surnaturel dans tout ça. Il n'y a aucune explication naturelle à apporter. Ce phénomène existe bien dans toutes les cultures du monde. Votre personnage s'appelle Mara. Quelle est l'origine de ce prénom? Pourquoi l'avoir appelé comme ça? Ce n'est pas un nom inventé. C'est un mot issu de la culture scandinave. Et c'est l'origine du mot cauchemar en anglais. En scandinave, le mot cauchemar se termine par Mara. Au cours de vos recherches, avez-vous lu les témoignages de la communauté Hmong, ce peuple de réfugiés particulièrement en prise aux démons nocturnes? Oui, on a concentré une grande partie de nos recherches sur ce peuple parce qu'ils sont intimement convaincus que la paralysie du sommeil peut tuer. Quand une centaine de personnes meurent quasiment en même temps, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Notre enquête pour tenter de découvrir si oui ou non les cauchemars peuvent être mortels nous ramène systématiquement à ces réfugiés Hmong qui ont mystérieusement péri dans leur sommeil. Les différents témoignages que nous recueillons vont nous aider à comprendre ce que ces hommes ont vécu. Nous allons à présent faire la connaissance d'Alex View, de la communauté Hmong. Sa famille a quitté le Laos pour fuir le régime communiste. 2 de ses frères ont perdu la vie dans la fleur de l'âge. Il s'apprête à nous raconter son histoire tragique. Tous les jours, les gens s'occupaient de leur ferme, prenaient soin de leurs animaux et rentraient chez eux le soir. Lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir, tous les hommes ont été envoyés dans ce centre de rééducation basé au cœur d'une prison très dangereuse. 80% de ces hommes n'en sont jamais ressortis. Vous y avez perdu plusieurs membres de votre famille. Oui, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille lorsque nous avons... Excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Prenez votre temps. J'ai perdu beaucoup de proches, des frères, des cousins, des oncles. Et aujourd'hui encore, on ignore où sont enterrés les corps de certains d'entre eux. J'ai cru comprendre que malheureusement, 2 de vos frères sont décédés durant leur sommeil. C'est bien ça? Oui, en effet. Je crois que beaucoup de recherches ont été faites suite à leur décès, mais on n'a jamais découvert la cause réelle de leur mort. Et quel âge avaient-ils lorsqu'ils sont décédés? Le plus âgé des 2 avait à peine 25 ans. Et mon autre frère devait avoir 17 ans.
Est-ce qu'ils étaient plutôt en bonne santé avant de mourir? Oui, ils n'avaient aucun souci de santé en particulier. Ça devait être très stressant d'être loin de votre terre natale et de ne pas pouvoir faire appel à un chaman pour vous aider à surmonter ce stress et toute cette angoisse. Le chaman fait en sorte de protéger votre âme des esprits malfaisants et vous évite ainsi de tomber malade. Pour vivre en harmonie avec votre culture et votre religion, il est très important d'avoir le soutien d'un chaman. Alex, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Nous vous en sommes très reconnaissants. L'expérience d'Alex, tout ce qu'il a vécu et perdu, c'est un témoignage tout à fait bouleversant. Être arraché à ses racines a dû être une terrible épreuve pour lui. Et au-delà de ça, perdre des membres de sa famille, je n'arrive même pas à concevoir comment il est humainement possible de se relever après un tel traumatisme. Entendre le témoignage d'Alex me fait prendre conscience de ce que mes parents avaient dû endurer, eux aussi. Être chassé de son pays, c'est terrible. Mais les hommes ne doivent pas montrer qu'ils sont stressés, parce qu'ils sont censés être forts. Je pense que le stress a dû affaiblir leur système immunitaire, et donc les affaiblir à la fois physiquement et psychologiquement. Et je pense que ce qui leur a rendu visite pendant leur sommeil a profité de leur état de faiblesse. Ces histoires glaçantes de démons du sommeil et de morts subites nocturnes appartiennent à la fois au domaine de la croyance populaire et à celui de la science. Afin de tenter de comprendre ce qui a réellement causé la mort de tous ces jeunes hommes en parfaite santé pendant leur sommeil, je pars avec Ali Houmani à la rencontre du docteur Michael Bruce qui va nous faire part des nouvelles théories scientifiques alternatives qui expliqueraient ce phénomène. Dr Bruce, merci de prendre le temps de nous recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être ici. J'aimerais tout d'abord que vous nous parliez de l'importance du sommeil pour le cerveau humain. La récupération physique. On peut comparer cela à une voiture qu'on enverrait chez le garagiste pour réparer les bosselures et effacer les rayures de la journée. On observe également une récupération mentale durant la phase de sommeil paradoxal. C'est notamment pendant cette phase que les informations passent de notre mémoire à court terme à notre mémoire à long terme. Le sommeil tient une place tout aussi importante que l'air et l'eau dans le bon fonctionnement du corps humain. Le sommeil est un élément fondamental de notre existence. Tout ce qu'on entreprend, on le fait beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil. Est-ce que le stress et l'anxiété peuvent provoquer chez quelqu'un une paralysie du sommeil? Oui. La paralysie du sommeil est une réalité. Et d'ailleurs, quasiment tout le monde en a déjà fait l'expérience à un moment de sa vie. Vous vous réveillez et vous avez l'impression que plus rien ne répond. Vos yeux fonctionnent et vous pouvez respirer, mais c'est comme si votre corps n'était pas en connexion avec le reste. Durant la phase de sommeil paradoxal, le corps est comme paralysé, la raison principale étant que nous ne vivons pas nos rêves. Notre corps est alors comme paralysé dans un état d'atonie musculaire. Lorsqu'on se réveille de manière soudaine, alors qu'on était en manque de sommeil, on peut avoir la sensation que cette atonie persiste. Nos yeux peuvent bouger, on peut respirer, mais le corps ne répond plus. Est-ce qu'on parle de paralysie du sommeil seulement après un certain temps passé dans cet état? On a l'impression que ça dure une éternité, mais ça ne dure qu'entre 20 et 45 secondes. Il y a des différences culturelles dans la description de ce phénomène. Et très clairement, il est possible d'avoir une hallucination plus vraie que nature dans ce laps de temps. Et cette hallucination peut sembler durer une éternité et être extrêmement déstabilisante. Avez-vous déjà entendu parler des réfugiés Hmong? Est-ce que vous pensez que le fait d'être séparés de leur chaman, qui culturellement parlant les protège, a pu les amener à craindre la mort subite nocturne et à tuer certains d'entre eux? Certaines personnes développent une anxiété du sommeil, la somniphobie. Vous savez, notre esprit peut nous jouer de sacrés tours. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à tous ces jeunes hommes d'apparence en bonne santé, morts pendant leur sommeil? Pour être tout à fait honnête, je l'ignore. Si je devais apporter une explication, je dirais probablement qu'ils ont peut-être été victimes d'un virus. On a déjà observé une forte augmentation de la charge virale chez des personnes qui ont été déracinées géographiquement. Cela peut provoquer de sérieuses complications, effectivement. Mais il faudrait que j'étudie de plus près les antécédents médicaux de ces personnes décédées. C'était passionnant d'échanger avec le Dr Bruce. Il a confirmé que ça arrivait à beaucoup de personnes et que c'était tout à fait normal comme phénomène. Le Dr Bruce a confirmé qu'il existait différentes pistes scientifiques et médicales que nous pouvions explorer pour comprendre les troubles d'Ali. Il est temps pour Ali d'obtenir des réponses à ces questions, grâce à une étude approfondie de son sommeil. Espérons que cette expérience vous apportera certains éléments de réponse. Oui. Peut-être va-t-il enfin être en mesure de comprendre à quoi sont dues ces terreurs nocturnes dont il souffre régulièrement depuis son adolescence. Nous y voilà. J'ai un peu peur de ce qui m'attend. Et si elle se manifestait pendant mon séjour ici? Vous savez, je me demande si vous comptez... Je n'oserais pas dire l'invoquer, mais est-ce que quelque part vous comptez l'inviter à vous rendre visite? Honnêtement, oui. Parce qu'on en a beaucoup discuté. Et comme l'a dit Cassie,
Plus on parle de ces présences, plus on leur donne de l'énergie. Et plus on leur ouvre la porte. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes à la clinique du sommeil d'Alhambra en Californie. Ils étudient ici toutes sortes de troubles du sommeil, de l'apnée du sommeil à la narcolepsie et même les terreurs nocturnes. Ils ont accepté de soumettre Ali à une étude de son sommeil. Mais le plus important dans le cadre de notre enquête, c'est qu'ils sont équipés d'appareils permettant de surveiller les constantes d'Ali pendant son sommeil. En gros, nous allons vous poser tout un tas de capteurs et nous allons vous surveiller toute la nuit. Nous allons contrôler votre respiration et la qualité de votre sommeil, ainsi que votre activité musculaire. En règle générale, ce test dure entre 6 et 8 heures. Après ça, on vous libère. Tout ce que vous avez à faire, c'est de profiter d'une bonne nuit de sommeil. Nous, on s'occupe du reste. Merci. Merci à vous. Bonne chance. Je vais donc commencer par appliquer tous les capteurs. Je vais mettre un point de colle pour bien les fixer. D'accord. Ces capteurs vont mesurer et analyser vos mouvements oculaires pendant la phase de sommeil paradoxal. Ceux que je vais maintenant appliquer sur votre crâne vont contrôler vos ondes cérébrales. C'est grâce à ces ondes qu'on peut détecter si vous êtes endormi ou éveillé. Il vous faut combien de temps pour collecter toutes ces informations? En moyenne, entre 6 et 8 heures. Si je me mets à hurler, réveillez-moi, d'accord? Pas de problème. Vous pouvez allonger votre jambe? Je vais maintenant appliquer le dernier capteur qui contrôlera votre taux d'oxygène et votre pouls. Une fois que j'aurai terminé, je vais pouvoir vous relier à l'ordinateur, rentrer vos informations et m'assurer que tout fonctionne correctement. Après ça, j'éteindrai les lumières et vous pourrez dormir. Allez vous asseoir là-bas, je vais vous relier à l'ordinateur et puis j'éteindrai la lumière et je fermerai la porte. Comment ça se passe? Tout va bien. Pour l'instant, le patient s'est endormi. Ça fait un petit moment déjà. D'accord. Au tout début, il semblerait qu'il ait eu quelques épisodes d'apnée. Ça ressemble plutôt à de l'apnée centrale, qui est une forme un peu plus sérieuse d'apnée du sommeil. Mais c'est peut-être localisé dans la bouche, ça arrive parfois au niveau des amygdales. C'est très intéressant. Et qu'est-ce que vous mesurez exactement avec tout ça? Il est relié à combien de câbles? Il est relié à 21 câbles. La plupart sont fixés sur son crâne et son visage pour contrôler les ondes cérébrales. C'est ce qu'on voit ici. Les lignes bleues correspondent aux capteurs posés sur ses yeux et les autres lignes noires aux capteurs dans ses cheveux et sur son visage. La ligne rouge indique son taux d'oxygène. Et enfin, juste ici, on peut observer la position dans laquelle il dort. Êtes-vous capable de repérer si le patient fait un cauchemar sur votre écran? Non, à la rigueur, lorsque le patient entre dans une phase de sommeil paradoxal, on peut supposer qu'il est probablement en train de rêver. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. Il était dans une phase de sommeil paradoxal et là, on dirait qu'il est en train de se réveiller. Il est censé être réveillé, mais vous voyez ces ondulations-là? On dirait qu'il est en phase de sommeil paradoxal tout en étant éveillé. Il se peut qu'il soit en train de vivre un épisode de paralysie du sommeil. En ce moment même? Ouais. Comment pouvez-vous être sûr de ça juste en observant les courbes? On peut voir ici que les yeux sont en mouvement. En général, lorsqu'on vit un épisode de paralysie du sommeil, la seule chose qu'on arrive à bouger, ce sont les yeux. Et parfois, les patients peuvent même éprouver des difficultés à respirer. Je dois aller continuer mes recherches, mais vous m'appelez s'il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Merci. Merci à vous. La bataille que mène Ali contre ces démons nocturnes n'est pas encore terminée. Je rentre chez moi pour explorer quelques pistes et me reposer un peu. Mais je reviendrai demain matin pour voir les résultats du test. Monsieur, nous avons terminé. Je vais vous débrancher, d'accord? Je vais vous laisser quelques minutes pour vous réveiller. Après ça, vous pourrez vous asseoir dans la chaise pour que je vous enlève tous les capteurs. J'ai fait 4 cauchemars. 2 d'entre eux étaient très stressants. Et les 2 autres étaient très effrayants. C'était presque comme un rêve dans un rêve.
J'ai eu la sensation de me réveiller et j'étais dans ce lit. Ma femme Emma était là et elle me parlait. Je n'y ai pas prêté particulièrement attention parce que je croyais que j'étais réveillé. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas bouger. J'ai tout fait pour essayer de bouger. À tel point que j'ai fini par trop bouger et je suis tombé du lit. Ma femme m'a aidé à remonter dans le lit. Et là, j'ai senti quelque chose sur mes jambes. J'ai tendu les bras pour l'attraper et en fait, c'était une touffe de cheveux. Et cette chose a commencé à me ronger le corps. J'ai essayé de me débattre. Je voulais juste l'arracher de mon corps. J'étais vraiment persuadé d'être réveillé. J'ai ouvert les yeux et j'étais complètement paralysé. C'était... Voilà. Nous avons un nouveau rendez-vous avec le Dr Bruce pour lui montrer les résultats du test. Je suis très curieuse de savoir s'il repérera quelque chose de préoccupant sur ses courbes. J'ai fait 4 cauchemars. C'était terrifiant. Je suis contente qu'on aille voir le Dr Bruce pour avoir son point de vue sur ce qui vous arrive. Ouais. J'ai hâte qu'il prenne connaissance de mes résultats. Et j'espère qu'il pourra m'aider à comprendre ce qui m'arrive. Parce que, franchement, j'en peux plus. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en bonne santé. Vous êtes mince, donc je n'étais pas trop inquiet concernant l'apnée du sommeil. Les ondulations des courbes sont intéressantes. On voit plusieurs longues phases de sommeil paradoxal. J'ai le relevé juste ici. Vous voyez cette ligne rouge? Elle représente toute la période où vous étiez en sommeil paradoxal. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous réveillez après ces phases, c'est en général à ce moment-là que la paralysie du sommeil survient. Ce que j'ai découvert, c'est que l'activité cérébrale indique que vous êtes réveillé, mais votre activité musculaire est au plus bas, ce qui montre que vous étiez paralysé. Donc c'est confirmé, vous avez bien vécu une paralysie du sommeil. Je ne vous donne pas un diagnostic formel, mais quoi qu'il en soit, si vous aviez eu rendez-vous dans une clinique, que vous aviez présenté votre dossier médical et raconté votre histoire avec à l'appui un rapport de polysomnographie, on vous aurait vraisemblablement diagnostiqué une paralysie nocturne isolée. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans les résultats de l'étude de son sommeil? Ça fait partie des choses qu'on regarde de près. On vous mettrait certainement en relation avec un neurologue. Et la priorité serait l'étude de votre sommeil. À quelle fréquence vous allez vous coucher, combien de fois vous vous levez. Avoir un rituel du coucher régulier s'avère être la meilleure chose à faire lorsqu'on est sujet à des troubles comme la paralysie du sommeil. Par ailleurs, vous devriez essayer de limiter les activités qui peuvent nuire à la qualité de votre sommeil. Par exemple, essayez de vous passer de caféine. Et la consommation d'alcool est plutôt déconseillée, surtout passer une certaine heure le soir. Parce que si vous vous endormez après avoir bu de l'alcool, vous augmentez considérablement le risque de paralysie nocturne. Vous avez également parlé d'hallucinations associées à cette paralysie. Il existe des médicaments permettant d'atténuer ces problèmes liés au sommeil paradoxal auquel vous semblez être confronté. N'allez surtout pas croire que quelque chose ne va pas chez vous, il s'agit plutôt d'un trouble anatomique. Ali est persuadée de recevoir la visite d'un démon nocturne. D'un autre côté, je suis de plus en plus intriguée par le pouvoir du cerveau humain et de son activité pendant que nous dormons. Une question reste toujours en suspens. Pourquoi autant de décès semblent être directement liés à ces phénomènes? Serait-il possible que les cauchemars soient à l'origine de la mort de certaines personnes la nuit? Dans le cadre de mes recherches, j'ai découvert un concept appelé Benungot, qui signifie littéralement « s'élever et gémir ». Ce fléau aurait frappé et tué de jeunes hommes philippins et hawaïens dans les années 40 et 50, d'une façon très similaire à ce qu'auraient vécu les victimes Hmong. Eux aussi seraient morts pendant leur sommeil, mais également après un repas trop lourd ou après avoir consommé de l'alcool. C'est une coïncidence troublante, mais pour moi, ces phénomènes restent très différents, parce que les réfugiés Hmong n'avaient fait aucun excès. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui saura faire la lumière sur ces anomalies culturelles. J'ai hâte d'en apprendre plus. Après avoir découvert certains de ses travaux en ligne, j'ai contacté le Dr Brian Sharpless, chercheur et psychologue clinicien, pour qu'il me parle de ses recherches sur la paralysie du sommeil. Et surtout pour qu'il m'explique ce qu'ont vécu les réfugiés Hmong dans les années 70 et 80. Habituellement, une paralysie nocturne se déroule comme suit. Dans un premier temps, on ouvre les yeux et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut plus bouger. Et ensuite, on sent comme une présence dans la chambre. Y a-t-il une explication au fait qu'autant de personnes disent avoir vu une vieille sorcière?
C'est une excellente question. Il semblerait que ce soit une question culturelle. Si vous allez dans la région de Newfoundland au Canada, où les premières études sur la paralysie nocturne ont été réalisées, ils évoquent cette vieille sorcière. C'est d'ailleurs de là que vient le terme agurette, qui signifie attiré par la sorcière. On utilise ce terme parce qu'il s'avère que les gens qui ont vécu ce genre d'expérience étaient épuisés après coup. Mais si vous vous rendez à Zanzibar, vous pourriez recevoir la visite de Popobawa, une chauve-souris noire géante qui surgit de la jungle. Si vous allez en Chine, vous pourriez être hanté par un fantôme qui vient s'asseoir sur vous la nuit. Et si vous vous trouvez dans l'Amérique du XXIe siècle, vous pourriez avoir l'impression de recevoir la visite d'extraterrestres. Il y a une multitude de créatures, chacune semblant être spécifique à une culture en particulier. Nous avons tous déjà entendu parler de ces légendes urbaines selon lesquelles des gens étaient morts de peur durant leur sommeil ou qu'ils avaient cru mourir de peur. Est-ce qu'il est possible qu'une personne meure dans son sommeil, dû à la visite de ce qu'ils perçoivent comme étant un démon nocturne? Les cardiologues de renom sont convaincus qu'il est possible de mourir de peur. Dites-moi juste que je ne vais pas mourir. Les cardiologues de renom sont convaincus qu'il est possible de mourir de peur. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une montée soudaine d'adrénaline bien supérieure à la normale, qui va provoquer une arythmie cardiaque qu'aucun humain ne pourrait physiquement supporter. Il s'agit d'un phénomène extrêmement rare, mais qui est possible, biologiquement parlant. Vous avez entendu parler de ces réfugiés Hmong qui ont trouvé la mort durant leur sommeil, que ce soit dans le camp de réfugiés en Thaïlande ou bien aux États-Unis après leur arrivée. Ce qu'il est primordial de savoir concernant les Hmong, c'est qu'il s'agit d'un peuple animiste. Ils sont convaincus que dans toute chose, il y a une âme, pas seulement chez les humains et les animaux, mais qu'un esprit anime aussi les plantes, les roches et certains lieux géographiques. Ils pensent que si votre esprit venait à s'échapper, vous pourriez vous retrouver en danger de mort. Ils croient également en l'existence de démons capables de vous tuer, et ils pensent que si vous faites les choses bien, que vous priez pour vos ancêtres et que vous rendez visite à un chaman, alors vous serez protégé. Donc si vous recevez la visite d'une de ces créatures, elle ne vous tuera pas la première fois, elle vous laissera le temps de réfléchir et de faire des offrandes. Dans ce cas précis, vous avez un peuple traumatisé qui émigre aux États-Unis et qui se retrouve dans l'incapacité de consulter un chaman. Ils ont peu à peu commencé à croire qu'ils étaient hantés par un esprit démoniaque en particulier, le Dabstok, qui signifie « esprit oppressant ». Les Hmong pensaient que cela était dû au fait qu'ils n'étaient pas capables d'honorer ces esprits. Lorsque les scientifiques se sont penchés sur la question, ils sont arrivés à une toute autre conclusion. Il existe une maladie génétique très rare qui est plus répandue chez les hommes asiatiques, qu'on appelle le syndrome de Brugada. C'est une anomalie au niveau de la régulation de l'influx électrique du cœur. Et vous pouvez en mourir soudainement. Mais c'est une maladie très difficile à détecter sur les électrocardiogrammes. En ce qui concerne le décès de ces hommes Hmong, est-ce que les scientifiques ont pu dire avec certitude qu'ils étaient porteurs d'un gène à l'origine de leur mort? Ou bien est-ce qu'ils ont plutôt procédé par élimination? D'après ce que j'ai compris, ils ont d'abord procédé par élimination. C'est seulement dans un deuxième temps, a priori, qu'ils ont évoqué les deux gènes associés au syndrome de Brugada. Dans des rapports datant de quelques semaines avant leur mort, ils évoquent des difficultés respiratoires. Ils disent qu'ils ont fait des cauchemars terrifiants, qu'ils se sont retrouvés paralysés. La plupart des spécialistes aujourd'hui pensent que ces hommes étaient atteints du syndrome de Brugada. Quand je repense à tout ce que nous ont dit les experts, je suis absolument convaincue que la paralysie du sommeil est un trouble qui existe réellement. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qu'on n'étudie pas suffisamment. Lorsque vous m'avez contacté la première fois, nous avons parlé de cette centaine d'hommes Hmong qui avaient trouvé la mort pendant leur sommeil. Et vous m'avez dit que, de votre point de vue, il était possible que ces jeunes hommes aient succombé à des démons nocturnes. Est-ce que vous croyez toujours à cette théorie? Je pense que ce n'est peut-être pas la seule raison. La guerre, l'exode, le déracinement culturel, la religion, le profil génétique, la peur. Tous ces facteurs réunis ont généré un cocktail explosif qui a pu causer la mort de ces hommes pendant leur sommeil. Pour moi, ça appartient au domaine du paranormal. Ça ne s'explique pas. C'est au-delà de notre monde rationnel. Je l'ai vu s'avancer vers moi, exactement comme Alexis et Ken l'ont vu s'avancer vers eux. Je l'ai vu s'asseoir sur ma poitrine et me hurler dans les oreilles. Pour moi, c'est bel et bien réel. Mais le docteur Sharpless a dit quelque chose qui m'a marqué. Il nous a expliqué que c'est un phénomène qu'on retrouve dans différentes cultures, mais pas forcément sous la forme d'un démon nocturne ou d'une sorcière. À Zanzibar, c'est une chauve-souris géante. Mais à chaque fois, les gens parlent de cette sensation de pression sur la poitrine. Cette impression que vos poumons se vident et que vous suffoquez. Oui, et lorsque vous êtes allé passer votre test à la clinique du sommeil, les faits étaient là, scientifiquement et médicalement parlant. Les courbes ont montré des phases d'apnée du sommeil et de paralysie. C'est la preuve absolue qu'il se passe quelque chose lorsque vous dormez. Le docteur Sharpless nous a bien expliqué que lorsque le cœur subit une trop forte montée d'adrénaline, c'est, je le cite, « physiquement insupportable ».
Jusqu'à aujourd'hui, c'était pour moi une simple légende urbaine. Mais le fait d'entendre un docteur de renom en parler d'un point de vue médical, ça fait froid dans le dos. Quelque part, nous avons tous nos propres démons enfouis en nous. Mais pour quelqu'un comme vous, qui avez vécu une telle expérience et qui avez réellement vu quelque chose, c'est différent. Vous, vous êtes en position de dire « voilà ce qu'est un démon. C'est une entité paranormale qui joue avec ma conscience. » Donc au final, nous parlons bien de la même chose, mais de deux points de vue différents.